Alors bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Dans les yeux d'April, qui est une chaîne qui parle d'autisme, voilà, puisque j'ai été diagnostiquée autiste il y a plus d'1 an maintenant, et depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme. Donc aujourd'hui on se retrouve après 3 semaines d'absence pour parler des relations amoureuses. En fait c'est une suggestion vidéo que vous m'avez faite et donc pour la première fois voilà j'ai décidé de répondre à ce questionnement. D'habitude je fonctionne pas comme ça, c'est plutôt intuitif, mais là voilà j'ai essayé de respecter vos besoins puisque vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé, à m'avoir demandé de faire une vidéo sur les relations amoureuses. Donc je peux pas vous avouer que j'ai pas trop fait de plan, je sais pas trop de quoi je vais parler, comment ma vidéo va se dérouler à l'avance, mais on va bien voir ce que je vais dire. Concernant les relations amoureuses chez les personnes autistes, c'est vrai que c'est compliqué. Alors déjà, ça remet en question pour moi tous les clichés sur l'autisme. C'est-à-dire la personne autiste qui n'a pas d'empathie, qui est complètement dans son monde, qui est asociale, qui vit en dehors de la réalité, tout ça. Et tout d'un coup, quand on parle de sentiments et de sentiments amoureux, on se rend compte qu'en fait, si une personne autiste, elle a un cœur, elle a des émotions, elle a de l'empathie, elle est capable d'éprouver des choses pour quelqu'un d'autre et elle a besoin d'amour comme tout être humain. Voilà, donc déjà, ça humanise les personnes autistes, cette idée que, eh bien oui, elles ont des sentiments amoureux, elles ont des sentiments tout court, elles ont des émotions et même beaucoup d'émotions et elles ont une empathie, peut-être une empathie différente, peut-être que ces émotions s'expriment aussi différemment, mais elles sont là. Et je crois que le tragique dans tout cela, c'est de voir une personne autiste et de s'imaginer qu'elle ne ressent rien, qu'elle n'est pas capable d'amour. Alors qu'à l'intérieur d'elle, peut-être, elle bouillonne d'amour en fait. Elle n'attend que ça. Elle est affamée. Et qu'en fait, ce qu'elle renvoie, ça correspond pas du tout à ce qu'elle est au fond d'elle, en profondeur. Voilà. Donc, chers amis, chers parents de personnes autistes, ayez toujours en tête qu'une personne autiste a besoin d'amour, a des émotions, a des sentiments, de l'empathie, voire même plus que la moyenne. Concernant les sentiments amoureux, pour moi, la première chose qui me vient en tête, c'est le rapport à soi, le rapport aux autres. Le rapport aux autres, c'est-à-dire que on va toute notre vie quand même vivre des relations avec les autres comme des agressions, comme des choses qui vont nous rendre vulnérables, qui vont nous renvoyer plutôt des choses négatives, du rejet, etc. Et par rapport à soi, ça veut dire que en fait, on va se prendre en compte soi dans son humanité, dans qui l'on est. Et en fait, ce rapport à soi, il va se faire un peu indépendamment des autres. C'est-à-dire que normalement, on se construit dans le regard des autres, vis-à-vis des autres, on se reconnaît chez les autres et on construit son identité comme ça. Pour les personnes autistes, on va pas avoir cette construction-là, où ça va être une construction identitaire biaisée, puisque l'autre ne nous renvoie pas qui l'on est. C'est un miroir déformant, puisqu'il n'a pas la même structure de pensée, d'émotion, etc. Ce qui fait que toute notre vie, on va se construire avec cette image un peu faussée de nous-mêmes. Et pour les relations amoureuses, ça va aussi impacter, et les relations amicales aussi, puisque du coup, on va avoir l'impression qu'on est tel modèle de personne avec tel modèle d'attachement, tel sentiment. On va avoir tendance à peut-être un peu à copier, à jouer le petit caméléon et du coup à aller dans des relations qui ne nous correspondent pas. Donc, par rapport au groupe, on va vouloir copier une personnalité qu'on a repérée, qu'on aime bien, et on va se retrouver dans un groupe qui en fait ne correspond pas du tout à nos vrais centres d'intérêt, à ce que l'on est par essence, en profondeur. Par rapport aux relations amoureuses, c'est pareil. Parfois, on va aller vers des relations qui en fait ne nous font pas du bien, ne nous apportent pas ce dont on a besoin, qui ne nous sécurisent pas, parce qu'on va un petit peu jouer un rôle, on va être un petit peu caméléon. Et voilà, alors je précise qu'il y a, de la même façon qu'il y a des modèles de pensée, des modèles de ressentir qui sont différents, il y a aussi des modèles des façons de vivre son amour, de vivre ses émotions, de vivre aussi sa sexualité et son genre qui sont différents, voilà. Et en fait, il faut vraiment avoir en tête cette variété pour comprendre les individus, les personnes dans ce qu'ils font, qu'elles sont des personnes, quoi, qu'elles sont uniques. Et pour les personnes autistes, ça va aussi jouer, puisque cette construction qu'elles ne pourront pas faire, qu'elles ne pourront pas faire en elles-mêmes, parce qu'elles ne pourront pas se reconnaître chez les autres, ça va parfois créer aussi des relations qui peuvent être dysfonctionnelles, que ce soit des amitiés ou des histoires d'amour. Alors ensuite,
Pourquoi c'est si compliqué aussi de vivre des histoires d'amour? Parce que c'est toute la question de la compréhension des implicites. Vous savez, cette fameuse théorie de l'esprit dont on nous bassine un petit peu avec les critères diagnostiques, quand on se fait diagnostiquer, etc. Mais c'est vrai que quand on est des personnes autistes, forcément, on a du mal à interpréter les implicites, les sous-entendus, l'ironie, de voir tout ça chez l'autre. Or, quand on a un flash sur quelqu'un, quand on aime quelqu'un et tout, et ben en fait, quand on commence à entrer en communication avec cette personne, va se jouer un premier temps qui va être celui de la drague ou du flirt. Et en fait, ce jeu-là, nous, les personnes autistes, on va avoir beaucoup de mal à l'identifier et à aussi y répondre dans la communication. Parce qu'on ne sait pas, bien, on peut y arriver, hein, mais c'est compliqué. On ne sait pas bien déceler le second degré. On ne sait pas bien déceler l'intention, en fait, pourquoi il dit ça. Et soi-même, on a du mal aussi à avoir cette communication-là. Ce qui va donner lieu à des malentendus. C'est-à-dire que soit on va avoir tendance à ne pas du tout voir la drague là où elle est, soit on va avoir tendance à surinterpréter et dans ce cas-là, à croire qu'une personne nous drague. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est que parfois, on va aussi soi-même renvoyer une communication à l'autre qui n'est pas... en réalité qui ne correspond pas à ce que l'on veut faire passer comme message. Donc l'autre, il va aussi interpréter des intentions qui sont fausses chez nous. Ça va dans les deux sens, hein, la compréhension des intentions, il n'y a pas que nous. Et donc c'est vrai que je dirais que naïvement, certaines personnes autistes vont parler à des gens, mais pas du tout dans l'intention soit de draguer ou de vivre une histoire d'amour avec cette personne, mais juste parce qu'elle partage le même centre d'intérêt qu'elle. Et donc, elle va commencer à lui parler, voilà, à une personne du sexe opposé, parce que tiens, il aime l'accordéon, bah moi aussi je fais de l'accordéon, donc je vais lui parler parce que ça va être merveilleux, on va pouvoir échanger ensemble sur l'accordéon. Et là où le bas blesse, c'est que soit la personne concernée, elle va croire que c'est de la drague, parce qu'elle n'a pas cette communication-là, soit les personnes autour vont interpréter ça comme de la drague et vont dire attention, cette fille, elle te drague, elle a des intentions cachées parce qu'elle est venue vers toi te parler. Voilà. Et c'est vrai que dans mon cas, il y a souvent eu, en fait, moi, si vous voulez, je vois pas des hommes et des femmes, je vois des individus, je vois des personnes. Je vois pas des statuts sociaux avec des différentes, avec une hiérarchie. Je vois des êtres humains, point. Et c'est pareil en fait du coup dans mes relations avec les autres, mes relations amicales et amoureuses, je vois d'abord des êtres humains. Et donc en fait, je vais vers l'autre naturellement, spontanément, j'y vais, je vais parler à cette personne, même si c'est un homme de 40 ans qui est célibataire et qui est très beau. Mais je vais lui parler parce qu'en fait, il lit un livre qui m'intéresse et du coup, moi aussi, je l'ai lu. Donc, je me suis dit, c'est super, on va pouvoir en parler et échanger sur nos passions, hein, qui sont les intérêts spécifiques. Et c'est là où parfois, du coup, ça peut donner d'énormes malentendus. Donc, c'est compliqué. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, que voilà, pour vous, ce qui compte, c'est d'abord le partage de la passion. Et après, les intentions amoureuses, le jeu un peu de séduction, l'ambiguïté, vous voyez pas trop, vous avez du mal même à comprendre en vous, parfois, que en fait, vous êtes attiré par cette personne et qu'il y a bien une intention cachée derrière vos actes. Peut-être que parfois, vous vous mentez aussi un peu à vous-même et qu'en réalité, vous êtes bien attiré par l'autre. Mais c'est un peu la confusion intérieure parce que c'est autant difficile d'identifier chez l'autre ses sentiments qu'en soi. Que parfois on n'a pas trop, on a du mal à faire la différence, vous savez, entre nos émotions et nos sensations. C'est pareil dans l'échelle de nos sentiments. Est-ce que ce sont des sentiments amoureux? Est-ce que c'est juste une attirance? Est-ce que c'est vraiment un coup de foudre? Ou est-ce que c'est une projection aussi de finalement une histoire qu'on veut pas vraiment vivre dans la réalité, mais on aime bien s'inventer une histoire avec cette personne sans que ça devienne concret. Bon, après il y a aussi le cas inverse où en fait on va surinterpréter, donc on va comprendre des intentions de drague qui ne sont pas du tout des intentions de drague. Voilà, donc je vais vous donner un exemple, ça m'est arrivé quand j'étais étudiante, il y a un garçon qui me fixait systématiquement en classe. Donc je trouvais ça très invasif, hein, intrusif, autant vous dire, en tant que personne autiste, c'était vraiment très agressif pour moi. Il me fixait en cours, il me fixait au self. Quand j'arrivais sur la cour du lycée, je le voyais aussi qu'il me fixait. Donc, qu'est-ce que j'en ai conclu?
à la fin de l'année, je me suis dit, ah ben en fait, cette personne, elle veut sortir avec moi, c'est tout. Et elle sait pas quoi faire, elle sait pas comment communiquer ses sentiments autrement. Je précise que c'était un garçon de ma classe, voilà. Mais il me parlait pas, il m'avait jamais adressé la parole, il faisait que me fixer. Bon. Donc qu'est-ce que je fais moi à la fin de l'année? Je lui écris un mail et je lui dis, bon bah ok, on peut sortir ensemble si tu veux. Voilà, je suis ok puisque t'as l'air d'avoir envie toi aussi. Bon bah c'est d'accord. Et autant vous dire que je me suis pris le vent de ma vie, quoi, le râteau. Parce que il a démenti. Déjà, il a démenti que je l'avais fixé. Enfin, qu'il m'avait fixé, pardon. Il m'a dit qu'il n'avait pas du tout l'intention de sortir avec moi. Donc, en gros, il m'a fait passer pour une folle. Voilà. Et puis, du coup, la deuxième année, parce qu'il est resté dans ma classe la deuxième année, je me suis cachée 6 pieds sous terre parce que j'avais honte, en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis allée imaginer? Cette personne n'avait pas du tout envie de sortir avec moi. Bon, après, pourquoi est-ce qu'il m'avait fixé? Je sais pas, hein, je comprends pas. C'était quand même assez agressif. Pour moi, ça apparentait un peu à du harcèlement, hein, le fait qu'il m'ait fixé pendant aussi longtemps, parce que ça a duré 6 mois cette histoire. Et voilà, et je trouvais même ça particulièrement vicieux. Bon, mais la deuxième année, du coup, il a arrêté de me fixer, donc c'était réglé. Voilà. Donc là, c'est un exemple pour vous dire, tiens, j'avais trop interprété en fait. J'avais interprété beaucoup trop loin des signes et que du coup, c'était pas du tout ça. Voilà, pareil, toujours au lycée, je voyais un garçon régulièrement pour parler littérature, donc de nos intérêts communs, de nos passions. Sauf qu'en fait, bah, progressivement, j'ai commencé à développer des sentiments amoureux pour ce garçon, mais ça n'a jamais été réciproque. Et donc du coup, c'est là où parfois ça peut aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous, on a une intention cachée, mais pour l'autre, ça reste dans la zone amicale, voilà. Et c'est cette raison pour laquelle, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de toujours expliciter les choses dès le début. Voilà, parce que de toute façon, nous, on pourra pas trop comprendre, on pourra pas trop y voir clair entre est-ce que c'est de l'amitié, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est de l'amour, qu'est-ce qu'il veut. Et je sais que ça peut paraître, c'est compliqué de se dévoiler dès le début, de clairement dire ce qu'on veut, ce qu'on attend de la relation. Mais pour moi, je vois pas d'autre moyen parce que sinon, on va se créer ce qu'on appelle se faire un film. On va se faire un film. Ou alors l'autre va se faire un film. Et dans tous les cas, il y en a un qui va souffrir. Parce que moi, ça m'est aussi arrivé de faire souffrir des garçons, bien malgré moi, parce que, bah, je sais pas, je parlais avec ce garçon assez régulièrement, mais pour moi, c'était juste une discussion, quoi, il n'y avait rien de plus. Et du coup, ce garçon s'était imaginé des choses, voilà. Donc je pense que ça, c'est pas un problème que rencontrent que les personnes autistes, hein. C'est un problème que rencontrent toutes les personnes, qu'elles soient autistes ou pas, atypiques ou typiques, vous voyez. Mais c'est vrai que dans notre cas, ça va susciter quand même de l'anxiété. Moi, les 6 mois où ce garçon m'a fixé, j'étais vraiment hyper mal. Enfin, ça a fini. Et en plus, quand il m'a dit que c'était pas vrai, que je l'avais pas fixé, qu'il m'avait pas fixé, j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait, le monde s'effondrait. Je comprenais plus rien de ce qui se passait. J'avais complètement pété un câble. J'avais rêvé cette histoire. Voilà, j'ai jamais su après coup si c'était vrai ou pas, si c'était moi une projection que j'avais faite. Ou si c'est juste que comme j'étais hypersensible, bah tout de suite quelqu'un me regarde, en fait je le remarque. Même quelqu'un qui me regarde derrière en fait, derrière mon dos, je sens en fait le regard. C'est tellement invasif et intrusif pour moi que je le sens et en fait immédiatement je vais me retourner et je vais voir que l'autre me regarde. Donc c'est assez puissant. Voilà. Ensuite, comment rencontrer des personnes quand on est autiste? Parce que déjà qu'on est assez isolé, assez rejeté par les autres, mais en même temps, on a besoin d'amour, on a besoin de rencontres et de partage, et c'est totalement légitime. C'est vrai que ça peut paraître compliqué parce qu'en fait, ça implique de s'aimer soi. Vous savez, dans la relation, tous les thérapeutes, ils nous disent un peu oui, mais si vous rencontrez personne, c'est parce que vous vous aimez pas vous-même. Et le jour où vous vous aimerez vous-même, bah, en fait, vous rencontrerez plein de gens, vous allez voir, ça va se débloquer, tac, tac, tac. Pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, déjà, le fait qu'on s'aime pas soi-même, bah, c'est totalement légitime vu que les gens ne nous aiment pas, la société tout entière ne nous aime pas, voire nous rejette et nous nie, voire nous maltraite. Donc, comment voulez-vous qu'on s'aime, qu'on soit super bien dans ses baskets, dans cette société? Donc, bien sûr qu'on s'aime pas en fait. C'est vous qui nous poussez à pas nous aimer. Et après, vous nous reprochez de pas faire d'efforts, nanana, d'être mal dans notre peau, d'être replié sur soi. Bah, c'est normal en fait, voilà. Et donc forcément que dans les relations, quelles qu'elles soient,
le fait qu'on ait ce manque d'amour de soi, ce manque d'estime personnelle lié à notre histoire, à la société et tout ça, ça fait qu'on va peut-être aussi se sentir hyper vulnérable dans la relation avec l'autre. Ça va vraiment nous renvoyer toute notre histoire, nos failles. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes atypiques qui ont des types d'attachement un petit peu peut-être compliqués. Soit ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, hein, mais la dépendance affective, ce que moi j'appellerais plutôt la codépendance, où en fait on va avoir, tout de suite on va être dans une relation, on va avoir très très peur que l'autre nous abandonne. Et du coup ça c'est pas bon parce que ça crée un type d'attachement compliqué où soit on va avoir peur de perdre l'autre, donc on va être hyper possessif, voire jaloux, etc. Et voire aussi être soi-même intrusif et violent, quoi. Ou soit on va à tout prix tout faire pour que l'autre nous rejette, comme ça on n'a pas peur d'être abandonné. Je pense que c'est possible qu'il y ait ce genre de problématique là aussi chez nous, enfin c'est même sûr. Et du coup c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en fait on a une sorte de packaging là, de trucs à régler en plus de notre fonctionnement qui est lié à l'éducation, à la société dans laquelle on est et qui du coup nous donne tout ça, quoi. Plus si on est une femme, il y a le harcèlement, il y a le sexisme, etc. Et ça fait beaucoup de choses à gérer. Et d'ailleurs j'en profite pour parler justement des relations amoureuses et de cette question des limites, comme on a du mal à poser nos limites parce on n'a jamais appris à les identifier, à identifier clairement nos besoins, ce dont on a besoin, ce qu'il nous faut, là où c'est trop pour nous. Et ben c'est pareil, dans la relation amoureuse, on peut aussi ne pas respecter ses limites, ses besoins, et du coup être en fait dans une relation qui peut devenir toxique, où l'autre en fait va avoir une emprise sur nous et où justement la question du consentement elle est aussi compliquée pour les femmes parce que c'est difficile pour les femmes autistes de comprendre est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou pas. Est-ce qu'à ce moment-là j'ai envie d'une relation sexuelle ou pas avec ce garçon? Parce que en fait ça veut dire être capable de vraiment se sonder en profondeur, être bien avec soi et parfois c'est pas évident. Voilà, c'est vraiment pas évident. Et j'en profite aussi pour dire que des personnes autistes peuvent aussi, malgré elles, je pense, avoir des comportements un peu harcelants, c'est-à-dire quand la personne ne nous répond pas, on ne comprend pas pourquoi elle ne nous répond pas. Donc en fait, on l'appelle, on lui écrit pour avoir une réponse là tout de suite parce qu'on ne sait pas qu'en fait, ça ne se fait pas de faire ça, qu'il faut laisser la personne respirer, que si elle répond pas tout de suite, bah c'est pas grave parce que voilà, il y a des codes en fait qu'on n'a pas appris. Moi-même, hein, en fait, je pense que j'ai tendance à donner trop vite à l'autre et que là encore, c'est pas toujours sain. Donc il y a une question de dosage, peut-être que les personnes atypiques n'ont pas, aussi parce qu'elles sont pas dans la demi-mesure, que c'est tout ou rien. Donc quand c'est tout, bah c'est vraiment c'est vraiment too much, quoi. C'est vraiment étouffe chrétien. Voilà. Ensuite, je voulais dire aussi qu'il y a sans doute beaucoup de personnes autistes qui souffrent du manque d'amour, mais aussi de la souffrance, enfin de la frustration amoureuse et sexuelle. Et ça, c'est aussi lié malheureusement à la précarité, à ce cercle de la précarité dont j'ai parlé dans une autre vidéo, où en fait, parce que on a été rejeté par le système scolaire, on va avoir moins de chances d'avoir un diplôme et de faire des études et du coup de garder aussi un lien social avec les autres parce que les autres on les rencontre d'abord à l'école et que du coup comme on va pas ensuite être inséré dans la société avec un travail qui va nous donner la possibilité de faire des rencontres et donc de rencontrer des amis et aussi son amoureux, son amoureuse, et bah du coup tout ça, ça va créer un isolement qui est non seulement social mais aussi financier, affectif et amoureux, donc sexuel. Et donc tout ça, ça va créer des personnes parfois qui n'ont connu personne dans leur vie. Alors attention, il y a aussi différents types différentes façons de vivre ces histoires et ces sexualités. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de vivre des histoires et franchement, et c'est ok. Mais le plus douloureux, c'est pour les personnes qui ont besoin de vivre des histoires d'amour et des histoires intimes, et c'est normal, et qui ne peuvent pas parce qu'en fait, ils sont complètement isolés, ils savent pas comment faire et ça crée une détresse. Parfois même cette détresse peut se transformer en amertume où en fait on va en vouloir à la terre entière, dire que c'est la faute des autres, que de toute façon tous les hommes sont des salauds, toutes les femmes sont des connasses, enfin voilà ce genre de propos et que du coup ça va encore plus entretenir le truc. Voilà, alors j'ai pas de solution à vous apporter, je sais pas trop comment vous donner des conseils par rapport à ça, à la possibilité de rencontrer des personnes.
C'est vrai qu'en ce temps Covid, c'est encore plus compliqué de faire des rencontres. Mais sinon, moi, je vous donnerais juste comme conseil de garder un lien avec les autres. Voilà, même si c'est les autres, en fait, ils sont dangereux, on est bien d'accord. Ils sont agressifs, on est bien d'accord. Mais faites une activité avec d'autres personnes. Et peut-être que dans ce cercle-là, vous allez vous faire un ami. Et cet ami va vous faire rencontrer d'autres amis. Vous savez, parfois, ça peut aussi aller vite. Vous pouvez vous retrouver très vite isolé, comme vous pouvez vous retrouver très vite à rencontrer des gens, etc. Voilà. Après, le truc de une fois que vous vous aimerez, les autres vous aimeront et tout sera simple, j'y crois pas trop. Je pense que les relations, de toute façon, les relations sont très complexes. Les relations personnelles, elles ont toujours été très complexes. Les relations amicales, elles sont très complexes. Les relations amoureuses aussi, surtout en ces temps, dans cette société qui est de plus en plus narcissique et égoïste, ça favorise les comportements qu'on dit narcissiques pathologiques, les comportements très antagonistes, et donc ça n'aide pas les personnes qui ont du mal on va dire, à être centrées. Nous, on a un problème un peu d'ancrage, quoi. On a du mal à savoir, c'est un peu flou, ce que l'on veut, qui l'on est, ce dont on a besoin. C'est tout un travail de réappropriation de soi, il faut intellectualiser parce qu'on ne le sait pas de manière innée. Et donc c'est pareil pour les relations amoureuses et c'est ce que je disais aussi dans le rapport à l'autre dans mes vidéos, c'est-à-dire qu'il faut toujours se demander ce que l'on ressent parce que parfois on peut être un peu embrouillé. Voilà, donc gardez quand même un lien avec un groupe quel qu'il soit. Je trouve aussi que les réseaux sociaux sont vraiment super pour ça, que parfois vous pouvez rencontrer plein de gens très vite, des gens qui vous comprennent et vous avez cette sécurité justement parce que c'est pas frontal. Enfin, ça passe pas par une rencontre réelle dans un groupe où tout de suite vous allez être aussi pris par une problématique de groupe qui peut aussi compliquer l'émergence des sentiments, etc. Mais voilà, j'ai pas d'autres choses à vous dire. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Mais en tout cas, les personnes autistes ont besoin d'amour, ça c'est sûr. Elles ont de l'empathie, elles ont des choses à offrir et plein de belles choses à offrir. C'est compliqué de comprendre les implicites. Comme parfois on peut surinterpréter, comme parfois l'autre peut aussi mal comprendre notre communication. Donc dans ce cas-là, il faut expliciter les choses, dire ce que nous on attend de la relation ou alors demander ce que l'autre attend de la relation. S'il n'est pas clair, si vous vous sentez pas en sécurité, si vous avez l'impression qu'en fait il vous enlève des choses, il vous coûte trop d'énergie, il joue un double jeu, dans ces cas-là, éloignez-vous. Je dis il ou elle, hein, peu importe. Hein. Et ensuite, essayez de garder espoir, de ne pas tomber dans la colère, dans le ressentiment, dans l'amertume, parce que je crois que ça, c'est vraiment la double peine. Et de vous dire, je vais y aller petit à petit, étape par étape. Voilà, donc c'est sûr que peut-être que vous ne rencontrerez pas l'amour de votre vie du jour au lendemain. Moi, je ne l'ai pas rencontré du jour au lendemain. Mais il faut d'abord garder un lien, ne pas vous isoler. Ensuite, essayez de trouver des groupes qui correspondent à vos passions, des gens avec qui vous vous sentez bien, en sécurité, petit à petit. Voilà, sans oublier de toujours vous dire si vous vous sentez bien avec l'autre, si c'est ok pour vous, si vous êtes, si vous n'avez pas l'impression d'être noyé par plein d'émotions. Et bien sûr, continuez ce travail d'introspection sur ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Voilà. Et en fait, il faut pas attendre des aides de l'extérieur. Parce qu'en fait, ce que la société nous dit, c'est qu'il faut à tout prix vivre des histoires, que si vous n'avez pas eu un copain avant 25 ans, c'est un échec. Et en fait, non. Ça, c'est des règles, mais ça vaut pour personne. Voilà. Donc, il faut pas vous culpabiliser, vous sentir nul. Parce que de toute façon, ça n'a rien à voir. Et vous, mais vous êtes un soldat déjà. Vous êtes là avec votre fonctionnement atypique et vous êtes parmi les vivants, vous avez réussi. Et donc, même si à 30 ans, vous n'avez pas encore rencontré la femme de votre vie, c'est pas un échec. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je sais que ça peut créer énormément de souffrance, ça peut être désespérant, qu'on peut en vouloir à la terre entière, mais accrochez-vous et surtout gardez la tête haute et prenez soin de vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et ça va arriver. Voilà, je crois en vous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.